dans ce nouvel UFOdio. Pour rappel, l'UFOdio, c'est de l'actu UFO au format audio. Aujourd'hui, nous vous proposons une interview du lieutenant-commandant à la retraite Alex Dietrich par la journaliste Chitra Ragavan. Une bonne écoute. Un pilote de chasse et arrière-petite-fille d'un pionnier de la science-fiction voit un ovni et se connecte avec la vaste communauté de croyants aux ovnis. Il s'agit du lieutenant-commandant Alex Dietrich, retraité de l'US Navy. Le lieutenant-commandant Alex Dietrich vaquait à ses occupations ce printemps, se préparant à prendre sa retraite du service actif en tant que l'une des premières femmes pilotes de chasse aux États-Unis. Puis elle a eu un ressenti inattendu de 60 Minutes, l'émission de télévision de CBS. Le gouvernement américain se préparait à publier un rapport sur les objets volants non identifiés ou les ovnis. Dietrich serait-elle prête à participer à l'émission et à parler du spectacle étrange qu'elle et ses 4 coéquipiers avaient vu dans les airs lors d'une mission d'entraînement en 2004, a demandé le producteur. Dietrich y a réfléchi et a décidé que les contribuables avaient besoin d'en savoir plus sur les vidéos, maintenant non classifiées, qui avaient été capturées ce jour-là. Des vidéos que vous avez peut-être tous vues aux actualités au cours des dernières semaines. Cette décision de rendre public et d'aider à éliminer la stigmatisation associée au signalement d'observations étranges a mis l'introverti et timide Dietrich sous les projecteurs. Cela l'a également mise en contact avec de nombreux croyants aux ovnis via les médias sociaux. Un endroit étrange pour quelqu'un qui n'est pas un fan de science-fiction malgré une riche histoire familiale dans l'écriture de science-fiction. Bonjour à tous, je suis Chitra Ragavan et c'est l'émission Quand ça compte. Je suis accompagnée du lieutenant-commandant à la retraite Alex Dietrich. Elle a servi comme pilote de chasse d'attaque FA-18F du VFA-41 Black SS de Lemoore en Californie. Dietrich a pris sa retraite de l'US Navy après 20 ans de service, après avoir enregistré plus de 1250 heures et 375 débarquements arrêtés par le transporteur. Elle a servi 2 déploiements de combat à l'appui de l'opération Iraqi Freedom et de l'opération Enduring Freedom en Afghanistan. Dietrich sert maintenant au National Center for Atmospheric Research dans son équipe d'apprentissage et de développement des talents, avec une mission de science et de service à la société. Alex, bienvenue dans When It Mattered. Bonjour, merci. Pourquoi avez-vous décidé de rejoindre la Navy et de devenir pilote de chasse ? C'est une carrière plutôt atypique, des barrières assez redoutables et un défi de taille, en plus de mettre sa vie en jeu au service de son pays. Eh bien, je dirais que j'étais un adolescent typique. Je suis allée dans un lycée, c'était l'Illinois Math and Science Academy, mais j'avais l'angoisse typique d'un adolescent, et je voulais absolument m'amuser, je voulais absolument vivre une aventure. Et donc, lorsque les conseillers et les enseignants du collège me demandaient ce que je voulais faire, j'ai dû déclarer une majeure pour le collège, et j'ai dû passer tous ces tests standardisés. J'ai dit « Oh, je ne sais vraiment pas ce que je veux étudier, je ne sais vraiment pas ce que je veux faire. » J'ai pensé « Eh bien, je pourrais peut-être vivre une aventure, peut-être que je pourrais d'abord faire quelque chose d'amusant, puis m'installer plus tard dans la vie. » Et c'est pourquoi j'ai décidé de poursuivre dans l'aviation navale, et je l'ai fait grâce à la bourse NROTC à l'université de George Washington. Donc 4 ans, avoir une expérience universitaire normale, mais j'ai aussi fait une formation d'été avec la marine, et quelques cours de sciences navales tout au long de l'année. Et puis j'ai obtenu mon diplôme et j'ai été commissionnée en mai 2001 dans la marine. Vos objectifs initiaux n'étaient donc pas si élevés et ambitieux ? Non, pas du tout. Encore une fois, il s'agissait de moi et de mon aventure égoïste, et de vouloir faire quelque chose de cool et d'excitant, alors que j'étais jeune et que j'avais l'énergie. Mais tout cela a changé le jour de votre premier vol, qui s'est également produit le 11 septembre. Ça a dû être une sacrée journée pour vous. Parlez-nous un peu de cela. Oui, alors j'ai obtenu mon diplôme en mai 2001 et je me suis dirigée vers la Pensacola en Floride, où se trouve notre école. Nous l'appelons l'endoctrinement en amont de l'aviation, API. Puis de là, je suis allée à Corpus Christi au Texas pour suivre une école de pilotage pour notre formation de vol primaire. Et juste quelques avions à turbopropulseur T-34. Et nous faisions juste la phase initiale, nous appelons cela une phase de familiarisation, lorsque le 11 septembre s'est produit. Et évidemment, ça a été un énorme choc pour le pays, pour le monde, mais pour moi et mes pairs. C'était un changement de paradigme total. Nous avons réalisé qu'il ne s'agissait pas de moi et de mon aventure égoïste,
que j'avais levé la main droite et prêté serment de service, ce service à quelque chose de plus grand que moi. Et j'avais besoin de comprendre ce que cela signifiait et comment j'allais contribuer de manière significative. Cela a dû être un changement incroyable dans votre perspective. Je veux remonter un peu dans le temps. Avant le 11 septembre, lorsque vous étiez en fait à l'école de pilotage cet été-là, on vous a posé une question de crédit supplémentaire très inhabituelle et intéressante dans un manuel de la FAA, par ailleurs ennuyeux, que vous m'avez décrit un peu il y a quelques jours comme un somnifère. Quelle était cette question supplémentaire qu'on vous a posée ? Oui, donc c'était une préfiguration intéressante. En été 2001, lors de ma formation initiale au pilotage de l'école, ce cours sur les règles et règlements de vol, où il nous enseigne l'espace aérien civil sur la façon d'éviter les ennuis et de ne pas commettre d'infractions de vol, il y avait une question de crédit supplémentaire qui disait « Que faites-vous si vous voyez un ovni ? Comment le signalez-vous » Et mes pères et moi avons pensé que c'était une question absurde, que c'était complètement idiot, que c'était un piège. Mais quand nous avons ouvert cet épais manuel FARAIM, c'est le manuel des règles et règlements de vol de la FAA, nous l'avons ouvert et nous avons dit, en fait, il y a une page, ici, avec ce numéro de téléphone, à appeler quand vous voyez un ovni. Et j'ai pensé que c'était bizarre, mais à la fois que c'était cool. Et je suppose que c'est devenu très pertinent, ce que vous n'aviez probablement pas réalisé à l'époque, mais en passant rapidement au 14 novembre 2004, cette question est devenue pertinente pour vous et votre équipe. Il y avait 4 d'entre vous qui étaient en l'air en mission de formation. Dites-nous brièvement ce qui s'est passé ensuite. Qu'avez-vous vu ? Oui, nous avons donc été lancés et nous avons effectué cette mission d'entraînement de routine au large des côtes du sud de la Californie, lorsque nous avons été guidés pour intercepter un contact réel que l'US Princeton, l'un des autres navires de notre groupement tactique, était en train de récupérer sur leur radar. Et quand nous avons fusionné avec lui, nous avons vu quelque chose d'étrange dans l'eau, une certaine perturbation. Puis nous avons vu cet étrange objet volant en forme de tic-tac avec lequel nous nous sommes engagés. Et il a disparu presque aussi vite et brusquement qu'il est entré dans l'image. Et nous étions choqués, nous étions complètement confus, alarmés de ne pas pouvoir identifier visuellement, que le Princeton n'avait même pas pu l'identifier à partir du radar. Et puis un vol de suivi, un seul avion avec 2 personnes, ont pu obtenir des images très claires, mais encore une fois à partir de cela, nous n'avons pas pu identifier ce que c'était. Et donc vous avez tous été assez bruyants à ce sujet, hein. Vous avez été étonnés et l'avez signalé, même si probablement en tant qu'officier subalterne, vous étiez probablement un peu préoccupé. Comme vous le savez, il y a beaucoup de stigmatisation potentielle associée à la divulgation de ce genre de choses. Et les gens se demandent de quoi parle-t-elle ? Que s'est-il passé ensuite ? Cela a-t-il été pris au sérieux ? Quelles ont été les prochaines étapes qui se sont produites ? Lorsque nous sommes revenus au navire, l'une des premières choses que j'ai dites a été « Quelqu'un a-t-il un exemplaire du manuel FARAIM ? Je dois trouver cette page avec ce numéro de téléphone à appeler pour signaler un ovni. » Mais l'autre avion de mon vol, l'avion de tête, était mon commandant, le commandant Dave Fravor. Et il était le capitaine de l'escadron, l'aviateur le plus ancien de ma chaîne de commandement. Et donc je n'ai pas appelé de numéro de téléphone ou appelé la FAA directement, je m'en remettais à lui et à son ancienneté en termes de signalement de l'incident, jusqu'à la chaîne de commandement et de suivi qui serait appropriée. Donc je dirais que nous avons fait un débriefing officiel. Nous sommes allés voir notre officier du renseignement ou notre équipe de renseignement sur le navire et nous leur avons donné des informations dont nous disposions. Donc à cet égard, il a été pris au sérieux. Nos collègues, nos amis et les gens sur le navire nous ont certainement taquinés et nous avons bien ri encore une fois de l'absurdité de la situation. Nous sommes certainement conditionnés en tant qu'Américains ou dans notre culture, avec tous nos films et émissions de télévision, à nous moquer des ovnis et des gens qui les voient. Donc côté perso, il y avait des taquineries et ce badinage qui n'arrêtait pas. Mais ensuite côté pro, j'ai eu l'impression que c'était enregistré, que l'incident était noté par la chaîne de commandement et finalement ça s'est confirmé quelques années plus tard, lorsque j'ai été contactée par des membres de l'équipe du Pentagone qui enquêtaient sur les incidents de l'UAP. L'organisation qui étudie ça, oui. Exact, et je pense que le titre actuel est groupe de travail UAP. Mais quel que soit le titre, l'intention était de s'assurer qu'ils disposaient de toutes les informations et qu'ils étaient en mesure d'ajouter cet incident à un pool de données ou à des cas similaires pour rechercher des tendances et effectuer une analyse approfondie. Donc depuis environ 2009 jusqu'à cette année, j'ai été en contact avec, dans un flux à sens unique. Il m'appelle pour répondre à des questions sur cet incident particulier et peut-être montrer ou partager quelque chose
qu'ils ont d'un incident différent et dire « Est-ce que vous avez vu ? Est-ce similaire ?» Je dirais oui ou non, mais ils ne me donnent pas un téléchargement de tout ce qu'ils regardent. Donc ce n'est pas parce que j'ai vu quelque chose de bizarre en 2004 que j'ai un aperçu de tous ces autres incidents qui peuvent ou non se produire. Donc de ce point de vue, je pense que oui, cela a été pris au sérieux par le ministère de la Défense, par les gens du Pentagone, qui considèrent cela comme un problème potentiel de sécurité nationale. La défense nationale, est-ce un adversaire ? Est-ce une sorte de technologie perturbatrice qui est soit une menace cinétique immédiate au large des côtes californiennes, ou est-ce une sorte d'effort d'espionnage qui collecte des informations sur nos systèmes, sur nos tactiques ? Et dans le cas de 2004, nous nous entraînions, alors nous observe-t-il pour voir comment nous manœuvrons et comment nous réagissons ? Je pense donc que cela est pris au sérieux et fait l'objet d'une enquête approfondie. Vos collègues ne le savaient probablement pas à l'époque que vous aviez cette riche histoire familiale dans la science-fiction. Je veux dire, c'est vraiment incroyable. Dites-nous un peu quelle est cette connexion. Donc personnellement, je n'aime pas la science-fiction. Je ne lis pas, je ne le regarde pas, j'aime les documentaires, je pense que la vérité est bien plus étrange que la fiction, et souvent plus divertissante. Mais mon arrière-grand-père, Roman Starz, est l'un des, je suppose, pionniers du genre de la science-fiction. Il était auteur et éditeur d'un journal dans une petite ville de l'Iowa, et donc il a beaucoup écrit, mais il a écrit ces histoires de science-fiction, qui ont été englouties par les gens lorsque ce genre a commencé à cette époque. Et c'est donc un héritage dont ma famille est fière, et personnellement, j'ai parcouru quelques-unes de ces histoires, mais comme je l'ai dit, j'ai du mal à les suivre parce que je ne suis pas du tout intéressée par la science-fiction. Et son fils était aussi quelqu'un qui exerçait un métier différent de celui d'écrire de la science-fiction. Et à l'époque, le fait qu'il était pionnier en médecine était considéré comme presque de la science-fiction, n'est-ce pas ? Oui, donc le fils de Roman, Thomas, qui était le frère de mon grand-père, Thomas Starz, était le pionnier de la transplantation d'organes humains. Et absolument, quand il a commencé son travail, l'idée de prélever un organe sur une personne et de l'installer dans un autre corps semblait relever de la science-fiction. Les gens pensaient qu'il était fou, ils pensaient qu'il était comme un savant fou de Frankenstein, qu'il avait un complexe de Dieu. Il a fait face à toutes sortes de critiques et de frictions en essayant de faire avancer ce domaine et de faire cette recherche systématique en laboratoire. Mais il a finalement réussi à persévérer et comme on le sait, c'est désormais chose courante. Je suis allée au DMV récemment et il vous demande sur votre permis de conduire, voulez-vous être un donneur d'organes ? Oui ou non ? Donc nous pourrions ne pas comprendre la science derrière cela. Les techniques chirurgicales ou les thérapies immunosuppressives, les médicaments ou les médicaments que vous prenez pour empêcher le rejet de cet organe donneur. Nous ne le comprenons peut-être pas, mais nous l'acceptons tous comme normal et possible. Et donc oui, c'est un autre héritage familial dont nous sommes fiers et qui je pense est une démonstration d'ouverture d'esprit et d'innovation, mais aussi ancré dans les principes d'une science solide et en s'assurant que les résultats sont reproductibles et que vous avez des preuves pour étayer ce que vous essayez de faire. Cela a-t-il donc influencé la façon dont vous regardez ces phénomènes aériens non identifiés, comme le gouvernement les appelle maintenant, ou les ovnis, comme nous les connaissons ? Cela a-t-il influencé la façon dont vous les voyez ? Je suis sûre que les gens vous demandent tout le temps « Mais pourquoi ne pouvez-vous pas nous dire ce que c'est ? Qu'est-ce que ça pourrait être ? Donnez-nous votre hypothèse, n'est-ce pas ?» Oui, c'est tellement intéressant que les gens pensent que je passe beaucoup de temps à y penser, juste parce que j'ai une rencontre, mais ce n'est pas le cas. J'ai eu cette rencontre en 2004. Mais cela n'égratine pas cette partie de mon cerveau qui est vraiment intéressée à rechercher le pourquoi derrière, ou le quoi derrière. Je ne suis pas un ufologue. Je ne passe pas de temps à lire ou à faire des recherches dans ce domaine. Beaucoup de gens le font. Mais ce n'est tout simplement pas intéressant pour moi. J'ai un diplôme en génie civil et j'ai choisi cela parce que je préfère la science dure ou la science tangible. J'ai eu des cours sur le béton et l'acier et le sol et l'eau. Et des choses que je pouvais toucher et voir. Et vraiment visualiser les forces impliquées. Alors quand les gens me demandent « Que pensez-vous que c'était ?» ou « Que pensez-vous de tous ces autres incidents que les gens rapportent ?» Je dis, eh bien, tout d'abord, je ne sais pas si ces autres incidents sont liés. Ce serait irresponsable de ma part de les mettre tous ensemble et de dire qu'ils sont tous de la même origine ou du même phénomène. Et de plus, je ne suis tout simplement pas qualifiée pour faire cette analyse. Je n'ai aucune formation technique ou je n'ai pas l'éducation pour m'aider à comprendre ce degré de physique ou ce qui pourrait être impliqué. Je pense que ce rapport fera l'affaire. Ce prochain rapport, justement, il sera publié dans les prochaines semaines. Je veux dire, est-ce que ça va apaiser tous les croyants aux ovnis là-bas ? Je veux dire, est-ce que ça va répondre à des questions ? Est-ce que ça va changer les cœurs et les esprits ? Quel est votre sentiment ? Je ne pense pas. Je serais vraiment intéressée d'entendre les spécialistes des sciences sociales en ce moment.
Et j'ai le sentiment qu'ils sont probablement épuisés par les 4 ou 5 dernières années de notre situation politique. Et en analysant la psyché collective qui cela a conduit à une insurrection sur la capitale, espérons qu'ils prennent tous des vacances bien méritées. Mais j'aimerais qu'ils donnent leur avis. Quelle est la psychologie derrière ces partisans des ovnis? Et quelle est la sociologie et l'anthropologie derrière ces communautés de gens? Qu'ils soient à l'extrême des théoriciens du complot ou qu'ils soient sur l'extrême des débunkers. Il y a ces tribus qui se sont organisées autour de cette question et je m'intéresse à cela. Comment elles s'identifient? Comment elles communiquent? Quels sont leurs objectifs? Et combien d'entre elles voient ce rapport comme une sorte de changement de paradigme? Ou je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'ils veulent et je soupçonne que le rapport ne leur donnera pas ce qu'ils veulent. Et une partie de leur philosophie est cette anticipation, qu'ils apprécient la poursuite de l'inconnu plus que de comprendre réellement ce qui se cache derrière l'un de ces incidents particuliers. Ouais, fascinant. Et bizarrement, vous n'êtes pas intéressé par la science-fiction, mais cette chose qui vous a maintenant connecté à tout ce monde de gens là-bas. Ils vous tendent probablement la main et s'identifient probablement à vous d'une certaine manière, parce que vous avez en quelque sorte partagé cette expérience que beaucoup d'entre eux croient avoir vécue aussi. C'est une sorte de karma étrange, je suppose. Oui, je dirais, je ne veux rien avoir à faire avec ça, et je suis soudain devenue un aimant. C'est vraiment intéressant. Alors les gens me contactent depuis des années et c'est intéressant de constater que lorsque les journalistes m'appellent maintenant, ils disent « Pourquoi avez-vous décidé de parler ?» Et je leur dis « Je n'ai jamais parlé ouvertement de ça. C'est juste que 60 minutes ne m'avaient jamais appelé auparavant. Et quand ils l'ont fait, j'ai accepté de parler sur cette plus grande plateforme. » Mais des gens me contactaient depuis des années. Des journalistes et reporters sérieux aux citoyens curieux ou aux théoriciens du complot. Et donc je peux généralement dire à leur ton « S'ils m'appellent au téléphone, ou dans leur courrier électronique, s'ils semblent sains d'esprit et stables, ou ils sont dingues. Mais ce qui est intéressant pour moi, c'est qu'il y a une légère augmentation maintenant depuis le rapport de 60 minutes. De personnes qui s'expriment bien, et elles semblent absolument saines d'esprit, qui me tendent la main pour partager leur histoire avec moi. Et je ne sais pas ce qu'ils attendent que je fasse avec eux, et je suppose que je pourrais les relayer via ce canal de signalement officiel, et être un nœud pour cela. Mais ce qui est intéressant, c'est encore une fois ce besoin psychologique d'être validé, ou partager cette expérience avec quelqu'un. Et beaucoup d'entre eux le font, et ils me contactent et me disent « Je t'ai vu à 60 minutes, et tu n'as pas l'air fou, et je ne suis pas fou. J'ai juste besoin de partager avec toi cette expérience que j'ai eue il y a 10 ans, ou il y a 20 ans. » C'est comme s'ils voulaient que je le garde avec eux, et que je partage ce fardeau qu'ils portent partout, qu'ils ont trop peur de partager. Donc je pense que c'est un phénomène vraiment intéressant qui se produit en ce moment, et j'essaie de le reconnaître autant que je peux. J'essaie de renvoyer au moins un one-liner et je dis merci pour le partage. Je vous entends, je te vois, accroche-toi. Eh bien, les gens vous associent maintenant au lieutenant-commandant qui parle des ovnis, mais vous avez vraiment eu une carrière très réussie en tant que pilote de chasse. Vous avez brisé beaucoup de barrières dans une industrie très dominée par les hommes, pour ainsi dire. Cela n'a pas dû être facile pour vous. J'aimerais savoir comment cela s'est passé alors que vous êtes maintenant à la retraite et que vous regardez en arrière les barrières que vous avez brisées et maintenant vous aidez les autres à briser également. Sûr. Eh bien je dirais tout d'abord que je me tiens sur l'épaule de géants. Et bien que je fasse partie d'une poignée de femmes pilotes de chasse, je ne suis pas la première. Il y a des femmes qui étaient vraiment révolutionnaires et qui remontent à la Seconde Guerre mondiale avec les WASP, les femmes pilotes de l'armée de l'air, qui ont servi en tant qu'instructeurs en transportant les avions de la chaîne de montagne vers leurs différents espaces aux États-Unis afin de libérer les hommes pour aller à l'étranger et se déployer dans la zone de combat. Donc ces femmes pilotaient ces avions, ces bêtes d'avions, ces bombardiers et chasseurs bien avant moi. Et ma génération de femmes pilotes, donc je veux juste leur donner un coup de chapeau. Et oui, bien sûr, dans les années 80-90, il y a eu vraiment ces premières femmes combattantes qui sont entrées après l'abrogation de l'exclusion de combat. Mais nous n'avons pas encore atteint une masse critique. Nous travaillons toujours à fournir des réseaux de soutien aux jeunes femmes qui arrivent par l'école de pilotage et dans la flotte. Il est donc important pour elles d'avoir un réseau de soutien latéral avec leur père, afin qu'elles ne sentent pas que le signe symbolique est le seule femme ou la seule minorité dans un escadron. Cela peut être difficile. Et puis aussi qu'ils aient un réseau vertical de soutien, qu'ils aient des mentors et des modèles dans les rangs supérieurs. Chaque année, nous en recevons quelques-unes d'autres qui sont promues au commandement, ou même promues au rang d'amiral afin de fournir cette ligne de soutien en arrière. Si vous pouvez le voir, vous pouvez l'être. J'étais déjà hors de l'escadron la première fois que j'ai pu assister à une conférence. Ça s'appelle Women in Aviation International. Mais quand je l'ai fait, c'était l'une des premières fois que j'ai rencontré d'autres femmes en combinaison de vol ou en un grand groupe. Il y avait probablement 70
80 personnes dans la salle, des aviateurs militaires, dans ce groupe de milliers d'autres pilotes civils et contrôleurs aériens et mainteneurs, tout le monde dans l'industrie de l'aviation. Mais j'ai juste pensé, wow, où as-tu été toute ta vie, toute ta carrière, comme des licornes ? Et donc il y a eu un réel effort pour se connecter maintenant, ce qui est beaucoup plus facile à faire avec les médias sociaux et tous les réseaux en ligne. Nous avons donc vraiment essayé de nous organiser et d'atteindre ces jeunes femmes qui montent, de les élever avec le soutien que nous pouvons, que ce soit en se réunissant dans ces petites sections locales. Et vous êtes un membre fondateur du programme militaire e-Mentor, qui fait la promotion de l'adhésion et des opportunités pour les générations futures de minorités dans des domaines non traditionnels. Et je pense qu'il existe divers programmes que vous soutenez. Qu'est-ce qui vous pousse à faire ce que vous faites et quels sont, selon vous, quelques-uns de ces programmes qui feront la différence ? Oui, absolument. Nous sommes donc très fiers d'e-Mentor. Et encore une fois, c'est l'une de ces initiatives formelles pour essayer de connecter les femmes et les minorités pour être délibérées et méthodiques à propos du mentorat. Pour créer du temps et de l'espace pour que ces jeunes femmes disent « ce sont mes objectifs » ou « ce sont mes questions » et pour les mettre en contact avec des mentors qui peuvent dire « oui, j'ai été là, j'ai fait ça, laissez-moi vous raconter mon expérience, mes leçons apprises ou mes erreurs pour que vous puissiez peut-être éviter ou minimiser les vôtres ». Et puis ces groupes de réseautage comme Women Innovation International, je suis un grand fan. La fondation Wings for World s'y ajoute. Ainsi, chaque année, nous allons à Hawaï et offrons une bourse en l'honneur de notre ami et collègue pilote de jet, Val Delaney, que nous avons perdu trop tôt dans un accident d'entraînement. Elle était un pilote rôdeur de l'État de Washington. Il y a un autre programme que je veux proposer, car c'est une autre très excellente opportunité de bourse d'études pour les jeunes. Et c'est mon ami et camarade de classe de l'Illinois Math and Science Academy, Kenyatta Ruffin, qui a fondé la Legacy Flight Academy, et l'héritage fait référence à l'héritage des aviateurs de Tuskegee. Donc ces hommes qui ont servi pendant la Seconde Guerre mondiale dans un escadron séparé, parce qu'ils étaient afro-américains. Mais ils ont servi avec courage et honneur, et ils ont fait une différence significative dans le cours de notre avantage tactique dans la guerre. Et donc ce programme propose, c'est comme un camp d'été pour les communautés mal desservies, pour que les jeunes sortent et encore une fois, fassent l'expérience de l'aviation et voient le potentiel, si c'est quelque chose qu'ils aimeraient poursuivre. Et donc cela leur donne cette opportunité, et cela s'appelle la Legacy Flight Academy. Maintenant, vous êtes également un instructeur primé du Naval ROTC. Vous avez été instructeur militaire permanent à l'US Naval Academy à Annapolis. Vous enseignez le leadership et l'éthique. Quel est le message de base que vous essayez d'inculquer à vos élèves ? J'enseigne depuis 10 ans et je suis juste en admiration devant cette nouvelle génération. J'ai beaucoup d'amis et de membres plus âgés de ma famille qui me disent « Qu'est-ce qui se passe avec les enfants ces jours-ci ?» La génération du millénaire. Et en fait, nous sommes sur la génération Z. Nous avons même dépassé les millénaires maintenant en termes de qui est à l'école et qui obtient son diplôme en ce moment. Et je suis juste inspirée par ce qu'ils font. Je ne suis pas du tout frustrée ou ennuyée avec eux. Je pense qu'ils sont différents. Ils ne sont ni meilleurs ni pires. Ils sont différents dans leur motivation et dans leur style de communication. Et tout ça. Nous sommes entre de bonnes mains avec cette prochaine génération. Alors j'essaie simplement de m'écarter de leur chemin en tant qu'éducateur et instructeur. Et de les rassurer qu'ils peuvent être les leaders de la prochaine génération. Et ils ne doivent tomber dans le siège du culte des héros, ou la théorie du grand homme de regarder l'histoire pour que les héros de la Seconde Guerre mondiale, de la Corée et du Vietnam adorent ou imitent. Merci messieurs pour votre service, mais vraiment l'avenir est cyber. L'avenir est la contre-insurrection. L'avenir est un champ de bataille très différent. Il faudra un type différent de leader et d'opérateur, et une expertise technique et tactique. Et les enfants y sont tous élevés. Ils relèvent ce défi. Et ils ont tout ce qu'il faut. Ils ont juste besoin d'être encouragés et soutenus sur cette voie, et non pas humiliés ou rabaissés pour les caprices qui font d'eux leur propre génération. En repensant à la jeune femme que vous étiez, qui a pris son premier vol le 11 septembre, qui est devenue l'une des premières femmes aviatrices de combat d'attaque du pays, une opératrice chevronnée qui s'est battue pour son pays, enseignante, mentor, que diriez-vous avec le recul à cette jeune femme du voyage que vous avez fait, Alex ? Je dirais trouver un mentor, à chaque étape en cours de route. Je pense qu'il m'a fallu un certain temps pour comprendre à quel point le mentorat était important. Je dirais gardez l'esprit ouvert et gardez votre sens de l'humour. Je pense que cela m'a vraiment permis de traverser des moments difficiles et des eaux agitées difficiles. C'est pouvoir rire et trouver de l'humour, même dans les heures les plus sombres, car sinon vous devenez fou. En plus de tout le reste, vous êtes aussi une maman et vous avez traversé cette dernière année de pandémie de Covid. Avez-vous eu ce que j'appelle des informations virales à la suite du Covid-19, ce moment de clarté provoqué par une crise ?
Oui, donc cette dernière année a vraiment souligné l'importance de s'assurer que vos priorités sont droites et de prioriser vos connexions. Je sais que nous étions coupés de notre village avec 3 jeunes enfants et tout le monde dit qu'il faut un village pour élever des enfants. Mais quand on se coupe d'eux, on comprend à quel point ce village comptait. Et pour cela, puis les amis et la famille, les relations vraiment importantes qu'en 2019 vous pourriez avoir dit « Oh, je vais m'occuper d'appeler cette personne » ou je vais me déplacer pour rendre visite à cette personne ». En 2020, lorsque vous ne pouviez pas, lorsque les voyages étaient restreints et les contacts physiques limités, vous avez vraiment réalisé à quel point vous tenez ces relations pour acquises et que vous devriez tendre la main et donner la priorité à vos amis et à votre famille. Et ce qui est vraiment important pour vous, quand vous pouvez, avant qu'il ne soit trop tard, avant que vous ne puissiez pas. Alex, merci beaucoup de m'avoir rejoint sur cette émission et d'avoir partagé votre histoire incroyable et inspirante. Merci, je vous souhaite le meilleur et restez en sécurité.